On a souvent cette image des âges sombres, n'est-ce pas? Une période de vide après la chute de Rome. Mais en réalité, c'est tout le contraire. C'est le véritable berceau de l'Europe moderne. Alors on va plonger ensemble dans cette époque fascinante, une époque de chaos, oui, mais aussi de création. C'est une question fondamentale qui traverse toute l'histoire. Que se passe-t-il quand un géant, une superpuissance, s'effondre? La chute de Rome, ce n'est pas juste un événement du passé, c'est l'histoire d'un vide immense qui se crée. Mais c'est aussi, et surtout, une opportunité incroyable pour ceux qui ont osé s'y engouffrer. Allez, voilà notre programme. On va commencer par la fin d'un monde, celui de l'Empire romain. Ensuite, on verra l'arrivée des Francs et de leur roi fondateur, Clovis. Puis, on analysera comment le pouvoir a changé de main, pour finalement arriver à l'un des plus grands bâtisseurs d'empire de l'histoire, Charlemagne. C'est un sacré voyage qui nous attend. Bon, pour bien comprendre ce qui va naître, il faut d'abord voir ce qui est mort. Et quelle mort? Celle de l'Empire romain d'Occident. Il faut bien s'imaginer un colosse qui s'effondre et qui, en tombant, redessine complètement la carte du monde connu. Alors, regardez bien cette frise. Il y a une date qui saute aux yeux. Bien sûr, 476. Ce n'est pas juste une date à retenir pour un examen, non. C'est un véritable point de bascule. C'est le moment où le monde antique s'éteint officiellement pour laisser place à une nouvelle période de 1000 ans, le Moyen-Âge. On a tous en tête l'image des barbares qui déferlent sur Rome. Mais la vérité, elle est un peu plus compliquée. En fait, l'Empire était un géant malade. Il était rongé de l'intérieur. Chaos politique permanent, famine à répétition, insécurité partout, c'était un colosse au pied d'argile. Il n'attendait en quelque sorte qu'un dernier coup de vent pour s'écrouler. Et comme on dit souvent, la nature a horreur du vide. Eh bien la politique aussi. Dans le grand chaos laissé par Rome, de nouveaux peuples vont s'installer. Et parmi eux, il y a un groupe de guerriers qui va non seulement survivre, mais qui va carrément prospérer et bâtir un royaume durable, les Francs. Attention à l'image qu'on peut avoir des invasions barbares. Ce qu'on voit ici, c'est une réalité bien plus nuancée. On parle de grandes migrations. Ça veut dire que ce ne sont pas seulement des raids violents. Beaucoup de peuples, comme les Francs, se sont installés, ont fusionné avec les populations locales. Ils ont même adopté leur langue, leur religion. C'est moins une invasion qu'une lente et profonde transformation. Et voilà, le lien direct absolument fascinant avec aujourd'hui. L'héritage de ce peuple est si puissant qu'il est littéralement inscrit dans le nom même du pays. Le peuple des Francs a donné son nom à la France. C'est aussi simple et aussi fort que ça. Mais un peuple aussi puissant soit-il, ça ne suffit pas. Il faut un leader, un visionnaire pour en faire une nation. Et pour les Francs, cet homme, ce sera Clovis. Un chef de guerre absolument brillant, mais surtout un stratège politique hors pair qui va forger un royaume et une dynastie pour les siècles à venir. L'ascension de Clovis, elle est fulgurante. Il faut s'imaginer, il devient roi, il est à peine sorti de l'adolescence. Bien sûr, il s'impose par les armes. La bataille de Soissons en est la preuve. Mais son vrai coup de génie, il est ailleurs. Il a compris que le pouvoir ne se gagnait pas seulement avec une épée. Son mariage avec une princesse chrétienne, Clotilde, et surtout son propre baptême. Ce sont des décisions politiques d'une intelligence redoutable. Et ce geste, son baptême, va avoir des conséquences juste incroyables sur plus de 1000 ans d'histoire française. Ce n'est pas juste un roi qui change de religion, c'est l'acte de naissance de l'alliance entre le trône de France et l'Église catholique. Et c'est de là que va naître la fameuse tradition du Sacre des Rois à Reims, un rituel qui va légitimer le pouvoir royal pendant des siècles et des siècles. Donc pour résumer Clovis, il a utilisé la force militaire pour atteindre un but politique très clair qui était d'unifier un territoire complètement éclaté. Il a pris des peuples très différents et, par la conquête mais aussi par la religion, il leur a donné le début d'une identité commune. Le royaume des Francs était né. Le problème, c'est que les dynasties, comme les empires, peuvent s'affaiblir. Après le grand Clovis, ses héritiers, qu'on appelle les Mérovingiens, ont beaucoup de mal à être à la hauteur. Et tout doucement, le pouvoir commence à leur glisser entre les doigts. On leur a donné ce surnom assez terrible, les rois fainéants. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'ils passaient leur journée à ne rien faire. Non, c'est plus subtil. Ça veut dire que le vrai pouvoir, celui de décider, de gouverner, de commander l'armée, eh bien, il n'était tout simplement plus entre leurs mains. Ce tableau, il résume parfaitement la situation. D'un côté, on a les rois mérovingiens. Ils ont la couronne, le titre, mais en fait, ils n'ont plus grand-chose. Et de l'autre, leurs premiers ministres, les maires du palais. Eux, ils gèrent tout. L'armée, les finances, l'administration. Le pouvoir n'est plus sur le trône, il est juste à côté. Il n'attend qu'une chose, c'est de s'y asseoir. Et ce qui devait arriver arriva. En 751, un maire du palais particulièrement ambitieux, Pépin le Bref, décide de mettre fin à cette comédie du pouvoir. Il dépose tout simplement le dernier roi mérovingien et, avec le soutien crucial du pape, il se fait couronner à sa place. C'est la fin d'une dynastie et le début d'une nouvelle, les Carolingiens.
Et cette nouvelle dynastie ne va pas perdre de temps. Elle va produire l'un des plus grands personnages de toute l'histoire européenne. Il s'agit du fils de Pépin le Bref lui-même, Charles, que l'histoire bien sûr retiendra sous le nom de Charlemagne, c'est-à-dire Charles le Grand. Une seule date, 800. Il faut bien la retenir, celle-là, le jour de Noël de l'an 800. À Rome, dans la basilique Saint-Pierre, le pape Léon III couronne Charlemagne empereur. C'est un événement absolument monumental. Plus de 300 ans après sa chute, l'Empire romain d'Occident renaît symboliquement de ses cendres. Mais la grande erreur serait de ne voir en Charlemagne qu'un chef de guerre. C'était un réformateur infatigable. Il a relancé le commerce, les arts. Et surtout, il a compris que le savoir, c'est le ciment d'un empire. Il a créé des écoles, il a promu une nouvelle écriture, beaucoup plus simple et lisible. C'est ce qu'on a appelé la Renaissance carolingienne. Son empire était gigantesque, c'est vrai, et il a été conquis par la force. Mais ce qui l'a rendu solide, c'est ce mélange unique. La puissance militaire pour assurer la sécurité des frontières, et l'éducation et une administration efficace pour créer un sentiment d'unité à l'intérieur. Voilà, cette phrase résume tout. En conquérant tous ces territoires, Charlemagne n'a pas seulement agrandi son royaume. Non, il a créé un espace unifié, une sorte de première ébauche de l'Europe. Et c'est de cet empire que les grandes nations futures, comme la France et l'Allemagne, vont naître. Alors, revenons à notre question du début. Un âge sombre? Vraiment? Quand on regarde tout ce parcours, de la chute de Rome à l'empire de Charlemagne, on voit tout le contraire. On voit une période incroyablement bouillonnante, où sur les ruines d'un ancien monde, des hommes ont posé pierre par pierre les fondations de notre Europe moderne. Alors, loin d'être une période obscure, n'était-ce pas plutôt l'aube d'un nouveau monde? C'est une question qui mérite d'être posée.